Ainsi donc, l'hôtel communal fait face majestueusement à la place du marché, la principale place de la cité, puisque ne l'oublions pas, la place Saint-Lambert n'existait pas au Moyen-Âge, son espace étant entièrement occupé par la cathédrale. La place du marché était un centre commercial de premier plan, relié par la rue du Pont débarcadère qui sur la rive droite, au pied du pont des Arches, amenait de toutes les régions avoisinantes les marchandises les plus diverses. Dès le début de son histoire, la place du marché fut le centre névralgique de la cité. En son cœur se trouvait le perron, pilier de justice. En face du perron, l'hôtel communal. L'ombre de la cathédrale baignait entièrement la place et, dernier point mais non des moindres, elle se trouvait à un jet de pierre du palais princier. Autant dire que c'est dans ce périmètre que se sont déroulés les événements les plus importants de notre histoire. Toutefois, avec la construction de la place Saint-Lambert, la place du marché passa au second plan, et plus encore aujourd'hui, puisqu'il ne s'y tient plus aucun marché. Une place du marché sans marché. En quelque sorte. Les visiteurs doivent vraiment trouver notre cité bizarre, hein. Un palais des princes-évêques sans prince-évêque, une rue du pont sans pont, et une place du marché sans marché. Circuler, y a rien à voir. Y a rien à voir, y a rien à voir. Tu vas un peu vite en besogne, ma belle. On aperçoit ici quelques vues anciennes de l'endroit. On y reconnaît, en plus des monuments qu'on a cités, des fontaines alimentées par la reine de la ville. La plus ancienne fontaine de Liège était d'ailleurs l'une d'elles. Un bras de la Légia alimentait au milieu de la place un vivier de l'Appelé, nom ancien du marché aux poissons. La place du marché est environnée de maisons anciennes et classées, une bonne trentaine. En levant le nez, on s'aperçoit aisément de leur caractère antique. La plupart ont été bâties après le bombardement de 1691, qui avait anéanti l'essentiel du quartier. On ne saurait énumérer toutes ces maisons du XVIIIe siècle, mais attention! Certaines sont des reconstitutions d'habitations selon cette architecture ancienne, après les dévastations des V2 qui ont défiguré le quartier du numéro 41 au numéro 49. Puisqu'on a déjà parlé du perron et de l'hôtel communal, il nous reste à parler de la fontaine de la tradition. Je vois que tu t'es documenté, c'est bien. On l'aperçoit justement ici, cette très antique fontaine. Datant de 1719. Elle est contemporaine de l'hôtel de ville et l'œuvre d'un sculpteur nommé Cramillon, auteur des coquilles et des visages d'où sortent les jets d'eau. Je vois que tu as fait tes devoirs, bravo ma belle. Merci. On l'appelait autrefois Fontaine des Saftresses, parce que c'était autour d'elle que se tenaient les vendeuses de chaussures, au temps où se tenait le marché. Ces vendeuses pittoresques sont immortalisées aux côtés des botteresses, des maraîchères, des marionnettes et des cramignons, sur 3 plaques de bronze du sculpteur Georges Petit. Ces plaques sont toutefois plus tardives, car ajoutées à la fontaine en 1930, peu avant le classement de l'ensemble. C'est d'ailleurs à partir de l'addition de ces reliefs folkloriques que la fontaine des Saftresses est devenue la fontaine de la tradition. La fontaine occupait l'emplacement d'une fontaine plus ancienne, installée au même endroit au XVIe siècle, comme l'a démontré le déplacement pour sa restauration en 2012. Elle avait enfin une jumelle, la fontaine du Pilori, située de l'autre côté de la place, précisément sur la place où avaient lieu les exécutions. La fontaine du Pilori, tu veux dire? Oui, c'est là que les traîtres au prince étaient publiquement raccourcis.
Mais le lieu doit être sacrément hanté. Oui, hanté de souvenirs affreux, c'est indéniable. Et je pensais que les exécutions se faisaient devant le perron. Eh ben c'est le cas. En vertu d'ailleurs du principe sacré que la justice s'exerce à la vue de tous, sans honte ni hésitation. Cette fontaine fut finalement remplacée en 1847 par une autre fontaine en fonte, d'une forme grossière, qui la faisait appeler par les citadins le calorifère, surnom persifleur parce que sa forme rappelait cet appareil de chauffage antique. Cette fontaine de métal disparut en 1921, son état ne permettant pas une restauration. Une place du pilori sans pilori ni calorifère, de mieux en mieux.